le facteur le plus important pour le bon fonctionnement de nos terres à jardin, c'est comment matière organique qui est dedans. C'est pas une petite job, ça fait peur. Bienvenue à Parle Jase du vendredi avec notre première de la saison en compagnie de Mario Doiron, alias Monsieur Carotte. Salut Mario. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Oui, vraiment content de te retrouver pour la nouvelle saison. Ah, moi aussi, une vraie belle journée à part de ça, un beau vendredi, là, il fait beau là. Oui, puis une période où les récoltes, là, c'est pas mal avancé. Ouais, on est right dans le milieu, là. Ça y va, ça y va. Et puis, on aura, je veux mentionner aussi que ce sera la première fois que on aura la captation vidéo qui est sur notre chaîne YouTube, le Moniteur Acadien. Les gens vont pouvoir nous voir nos belles faces. Wow, ouais. Sur YouTube, ça va sortir plus tard dans la journée. C'est ça. Mais, bienvenue aussi à ceux qui sont là, bien sûr, en direct. Et vous allez pouvoir, évidemment, contribuer à l'émission ou poser vos questions. Ce sera ouvert avec notre ligne téléphonique au 506-532-0133. Alors, c'est parti. Bienvenue à Parle Jase. Mario Doiron qui est avec nous. Et Mario, à cette période-ci de l'année, on peut dire que justement, tu disais, on est en plein milieu des récoltes. Eh bien, il y a des petites choses à savoir, des petites choses à regarder. Absolument. Et il faudra mentionner également aujourd'hui, là, ces épisodes de sécheresse, c'était quelque chose. C'était une moyenne été, hein. Il y a beaucoup de monde qui a eu beaucoup de misère avec leur jardin au cours de l'été. Juste les chaleurs puis les sécheresses, le fait qu'ils mouillent pas. C'est horrible. C'est incroyable. Ouais. Et puis, tu as des petits trucs par contre. Je sais que toi, là, de ton côté, tu as dû être capable de conserver ton eau le plus possible. Hein. C'est ça. Il y a des manières à former nos jardins, il y a des manières à modifier notre terre pour qu'elle absorbe l'eau, la retient, puis la conserve dessous la terre, là, pour qu'elle soit disponible pour nos plantes. Est-ce que c'est compliqué? Pas tout. Okay, On ajoute, il y a un ingrédient qu'on a besoin d'ajouter dans notre terre, c'est de la matière organique, du carbone organique. T'sais, parce que c'est ça, c'est un élément qui va tenir l'eau, qui va tenir des nutriments, qui va retenir toutes les choses que c'est que les organismes bénéfiques souterrains ont besoin pour être capables de donner ce que c'est que la plante a besoin. Donne-nous un exemple de matière organique que tu mélanges à la terre. Du fumier, du compost, du peat moss. La tourbe, puis tout ça, c'est toutes des choses que c'est qui est fort en matière organique, du carbone biologique, qui est la fondation de la vie souterraine. Ça prend ça. On a tendance à regarder comme une question de chimie. Quelles molécules qu'on a besoin d'ajouter à notre terre, quels nutriments, quelles vitamines, quels engrais. Mais réellement, le facteur le plus important pour le bon fonctionnement de nos terres à jardin, c'est comment matière organique qui est dedans. C'est ça qui va déterminer si la terre va boire de l'eau quand il mouille ou si l'eau va juste tomber à côté puis s'évaporer. Puis c'est ça. Comme moi, j'ajoute beaucoup de matière organique. La plupart des terres à jardin, tu regardes à peu près 2% de matière organique dedans. Dedans, un jardin biologique, non, pas labouré, comme que je le fais, qui ajoute juste la matière organique. Tu peux regarder à des taux de matière organique au-delà de 10%. Puis ça fait la différence entre un jardin qui a besoin de l'entretien à tous les jours, puis toujours arrosé, puis toujours engraissé, ou une terre que tu peux juste mettre du paillis dessus le fait, puis la laisser faire ce qu'elle fait, puis ça pousse des légumes tout seul. Oui, puis t'encourages les gens aussi, Mario, il y en a beaucoup qui dépensent des tonnes d'argent pour du compost, des choses comme ça, mais c'est vraiment simple avec les petits trucs maison d'avoir son propre compost. Ah oui. Et aussi, à ce temps-ci, toute l'histoire des feuilles qui vont tomber, que ça, c'est bon de les ramasser. Absolument. Ça, c'est une ressource gratuite qu'on est entouré, puis c'est souvent qu'on oublie ça. Hey, regarde, c'est une manière à vraiment réduire le coût de production. Tout le monde est là en train de se braguer de leur regarde, la belle tomate que j'ai faite pousser, elle m'a coûté 80$. C'est là juste avec tous les fertilisants puis les choses que c'est qu'on a achetées pour la faire pousser. Mais en réalité, si on fait notre propre compost, ça, c'est un coûtage qui est enlevé de sur notre budget. On a diverti des déchets qui auraient été
au vidange, aux déchets municipaux, puis à la place, on peut se servir pour faire une terre à jardin qui est plus fonctionnelle, qui est plus nutritive pour nos plantes, puis qui est plus, résiliente contre le climat qui est en train de vraiment changer, se réchauffer, puis nous donner des sécheresses vraiment incroyable, vraiment difficile à survivre. Là, donc. Parlons-en des sécheresses. Là, ça s'aggrave. Ils nous disent aussi au Canada Atlantique, on a dit que c'est croissant dans le centre du Canada Atlantique. Ça a créé des problèmes d'approvisionnement en eau, bien sûr, cet été. Les inquiétudes aussi concernant l'état des cultures, puis les incendies de forêt, ça a été catastrophique. Tu as déjà, toi, Mario, été pompier? Oui. Volontaire, tu ne l'es plus maintenant? Je suis plus maintenant. Là. Je suis fier d'avoir eu servi ma communauté pour 5 ans comme pompier volontaire à Saint-Paul. Puis dans ces temps-là, j'ai vu des feux de forêt, j'en ai fighté des feux de forêt, puis il va garantir de quoi, là, c'est pas une petite job, ça fait peur. Comme moi, je vois là, ces feux-là qui se promènent un petit peu partout, des communautés entourées des feux, puis la qualité de l'air est réduite. Puis toutes ces choses-là, je vois vraiment l'impact que ça peut avoir aux gens. Puis, tu peux risquer de perdre ta maison, perdre des pleins voisinages, peut aller en boucan. On peut dire qu'on a été chanceux, parce qu'il n'y a pas eu de perte de maison au Nouveau-Brunswick, ni de blessés. Là. Non. Puis mais c'était limite. Ah oui, vraiment. Puis ça tombe tout sur le bon entraînement, le professionnalisme de nos pompiers professionnels, puis nos pompiers volontaires aussi. C'est de l'entraînement qu'ils font comme à tous les semaines. C'est vraiment, vraiment poussé. Puis moi, je suis vraiment fier de nos professionnels de pompiers comme ça. Ils font vraiment un travail remarquable. On vous salue et on vous félicite. Ah oui, absolument. Vraiment. Et un grand merci. Oui. Et puis, ils ont eu des problèmes en Ontario, au Québec aussi. Là, c'est pas seulement ici que ça a été compliqué. Puis les données ont dit que dans l'Ouest canadien, il y a eu des petites améliorations, comme par exemple en Colombie-Britannique. Bien, ça, tant mieux qu'il y ait eu certaines améliorations, mais dans le Nord, ça va mieux. Sauf qu'il y a une aggravation de la sécheresse en Colombie-Britannique aussi, dans la région centrale. C'est ça. Et on dit que c'est 71% du pays au Canada qui connaissait des conditions anormalement sèches cette année. Ah oui. Fin du mois d'août, juillet aussi, ça a été vraiment compliqué. Puis août, ça a été, moi, le plus sec enregistré dans le Canada Atlantique de tous les temps. De tous les temps. Oui, puis en plus, c'est la région, l'Atlantique, qui cause le plus de préoccupations au pays présentement. Et donc, il y a eu beaucoup de pertes de récoltes. Oui. Il y a eu des répercussions extrêmes sur la récolte de bleuets. Ça a été enregistré beaucoup. Ah oui. Puis, en Nouvelle-Écosse, qu'est-ce qui est grave, certaines régions de la vallée d'Annapolis, j'ai déjà allé là certainement. Moi, j'avais visité un petit peu. C'est ça. Ça, c'est la racine de la culture acadienne. Ben oui, c'est de là il y en a de la patate. Oui. Ils en font vraiment pousser plein de choses. Ouais. Puis, il y a des places qui ont été forcées d'évacuer en raison d'incendies de forêt, bien sûr. Mois d'août, le plus sec jamais enregistré aussi. Moins de 15 mm de pluie dans toute cette région-là. Donc, c'est incroyable. Puis ça qui est comique, c'est qu'on voit... J'ai utilisé le mot comique, c'est ironique un petit peu, mais c'est qu'on voit plus de précipitations dans notre région, mais ça vient tout l'hiver. Ça vient plus l'été. Ça fait que ça crée des conditions où c'est que l'été, c'est des grosses sécheresses, puis l'hiver, la terre est gelée, l'eau vient, ça érode, ça détruit les berges, ça cause des problèmes, ça fait des inondations. Puis vraiment, c'est comme l'eau est pas en train de se faire absorber de sous l'eau terre pour remplir de nouveau l'aquifère. Tu sais, là, puis ça crée des conditions qui s'aggravent systémiquement partout sur le terrain. Géographiquement, là. Tout le monde est touché par ça. Puis c'est pas drôle parce qu'ils nous disent que ça va s'aggraver encore. On regarde pour les prochaines années, on croit qu'on va avoir encore des épisodes de sécheresse dramatiques. Là. Donc, faut faire attention. Mais c'est ça, on va prendre des petits trucs. Toi, tu parlais de matière organique, de compost et tout ça à intégrer à la terre. Mais le compost, là, parle-nous de comment on fait pour... qu'est-ce qu'on met dans un coin puis qu'on laisse là 1 an? C'est ça. Mais, du compost, c'est simple. Tu sais, là, on se complique les affaires. Beaucoup de monde me demande des questions, puis comme je mets-tu ceci, je mets-tu ça. Le compost, essentiellement, c'est les ingrédients qu'on met dans le compost. Si ça a une origine vivante, ça peut être composté.
On veut peut-être éviter de mettre des viandes, puis du gras, puis des produits laitiers dans le compost parce que ça peut attirer des animaux, puis des affaires à brasser. Puis quand on est dans un milieu urbain, ben on veut peut-être pas attirer des ours dans la cour. On veut pas énerver nos voisins. Mais c'est pas que ça marcherait pas de composter ces choses-là, c'est juste que ça a d'autres conséquences que c'est qu'on veut peut-être éviter. Mais vraiment comme des feuilles d'automne, du foin, de la paille, les aigrettes d'épinettes, tous les déchets de quand on passe le gazon, qu'on tourne le gazon, toutes ces matières-là, c'est toutes des sources, excellentes sources de matière organique qu'on peut faire du compost avec. On met ça dans un tas? On met ça sur un tas. Il faut que ça soit minimum 1 mètre cube de volume. Un minimum? Un minimum. Pour que ça travaille bien. Pour que ça marche bien. Une fois qu'on dépasse 1 mètre cube au milieu de la pile, ça commence à décomposer, les bactéries commencent à agir, puis ça réchauffe. Puis là, une fois que ça prend vraiment à y aller, ça devient chaud assez pour brûler les graines de mauvaises herbes, pour brûler les maladies puis les pestes, puis de vraiment comme sanitiser le produit, le transformer, que c'est plus des feuilles, on peut plus reconnaître. Si on a mis du fumier dedans, ça sent plus le fumier. Ça sent la belle terre riche de forêt. Ah, ça s'est transformé au complet. C'est complètement transformé. C'est quasiment magique. Ça se passe d'un an. Si on veut le brasser, puis qu'on veut travailler dur, on peut faire du compost d'un mois. OK. En le brassant continuellement. À tous les 2 jours, ce qu'on brasse à tous les 2 jours, on va finir par avoir un compost utilisable dans 1 mois. Mais c'est meilleur si qu'on laisse s'assire, le laisse prendre le temps pour vraiment bien fermenter. C'est comme fermenter du fromage. Là, on ajoute la biologie qui va faire la transformation, puis la laisse faire. Puis il faut être patient avec. Puis à la fin, si on la laisse faire, c'est un processus naturel, on finit avec un produit qui est juste une bonté sur la terre, qui fait énormément de bien. C'est un vrai cadeau. Ça me fait rire parce que, à t'écouter, toi, M. Carotte, parler de compost, on dirait un chef-d'œuvre culinaire, une ressource merveilleuse. Absolument. C'est comme un cuisinier qui fait son gâteau, là, tu sais. Là, ben, pour moi, c'est ça que c'est. Hein. Pour moi, c'est ça la différence entre un jardin que tu as besoin de mettre beaucoup d'argent puis verser de l'argent dessus pour juste garder tes plantes vivantes, ou avoir un jardin qui va être tellement productif que le montant de nourriture en sort, ça devient un tripping hazard. Là. Tu sais, là, tu vas trébucher dessus toute la nourriture que tu produis sans vraiment mettre tellement d'efforts que ça. Si on met nos efforts aux bonnes places, à faire du compost, à modifier notre terre, à ajouter de la matière organique, et ensuite mettre un paillis de sulfate pour préserver, protéger notre terre. Oui, ça, le paillis, t'en parles souvent. C'est important de le mettre sur le dessus. Ça. C'est ça la différence entre mon jardin, c'est que j'ai seulement eu besoin, même dans la sécheresse de cet été, j'ai seulement été obligé d'arroser mon jardin 2 fois. Wow! Puis c'est ça la différence. Mon tas de matière organique dans la terre, puis du paillis sur la terre, ça fait la terre moins chaude. Si j'ai mesuré la terre nue, des températures 40-50 degrés Celsius. Mais ça évapore toute l'eau. Ça sanitise la biologie dans la terre. Puis les plantes, quand elles essayent de vivre dans ça, ils essayent d'absorber de l'eau, ils n'ont pas. La terre est tellement chaude, les racines sont cuites. Tu sais, là, la plante est juste pas capable de fonctionner. Puis, tu sais, là, c'est ça l'affaire. Mais la solution à ça, c'est protégeons cette terre-là. Tu sais, là, une bonne couverture de paillis peut réduire la surface de la Terre de 45 degrés Celsius à 17 degrés Celsius, 15 degrés Celsius. Puis ça, c'est beaucoup plus confortable pour nos plantes. Elles sont moins stressées, elles sont moins déshydratées. Elles sont même, le soleil puis la chaleur après est plus un stress pour la plante. Ça devient une ressource. Elle est capable de compétitionner ou de se protéger contre ces sécheresses-là parce qu'elle a l'eau qu'elle a besoin pour fonctionner. Puis là, au lieu d'être stressée puis d'arrêter de pousser, elle pousse à savoir quoi en faire. Puis là, c'est une productivité incroyable. Puis là, on mange bien. Là, les récoltes, donc, qui sont commencées ces temps-ci, les gens récoltent quoi, là? Ben là, tout de suite, là, on est en train de récolter des tomates, on est en train de récolter des carottes et des patates. Ça, la plupart du monde, les patates sont déjà sorties, mais il y en a encore qui sont cours dans les jardins. Tu sais, là, il y a toutes sortes de choses. On arrive le temps pour récolter nos courges, nos citrouilles, puis nos squash, puis toutes ces affaires-là. Parlons-en des courges. Il y a de la préparation à faire pour tout ce qui est des courges à ce temps-ci de l'année. C'est ça. On arrive à la fin.
fin. Ça fait que tout de suite, les courges sont toutes pas mal poussées. Puis là, on attend juste avant... Tu sais, là, la première gelée. La première petite gelée va venir, commence à briser nos feuilles. À peu près quand tu penses qu'on peut s'attendre à une première gelée? Ça pourrait arriver n'importe quand. N'importe quand à partir de maintenant. À partir de maintenant, que j'ai déjà vu des années, ce que c'est que c'était le 3 de septembre qu'on avait notre première gelée, puis il fallait récolter nos courges. Tu sais, là, on ne veut pas laisser la gelée toucher la courge. Ça fait que si on voit ça va geler, c'est mieux de soit aller dehors, les couvrir avec une couverte ou quelque chose pour les protéger de la gelée pour cette nuit-là, ou les couper, les rentrer, puis attendre qu'il fasse moins froid, puis là, les retourner dehors dans le soleil, dans le vent, pour une semaine de temps. On veut laisser la chair, la peau, les courges à sécher dans le soleil pour l'endurcir pour qu'elle puisse durer des mois d'hiver. Puis comme ça, on peut, une fois qu'elle a passé une semaine de temps curée dans le soleil comme ça, la citrouille va être robuste, va être capable de survivre fraîche sur l'étagère dans notre pantry à la maison jusqu'au mois de mai facilement. OK. Fait que je savais pas que c'était important le petit coup de soleil pour faire sécher. C'est ça. L'extérieur. Absolument. Pour que ça conserve mieux. C'est ça. Et puis je rappelle aux gens que là, les lignes téléphoniques sont ouvertes. Je sais pas quelles questions tu t'attends à avoir aujourd'hui, Mario. Il y a certainement des gens qui auront des questions à poser. En tout cas, d'habitude, il y en a beaucoup. Et c'est le 506-532-0133. Que ce soit sur les récoltes, des questions à poser ou nous partager avec nous comment ça a été votre été face à cette sécheresse qui a été assez difficile. Donc, pour les courges, c'est ça pas mal les trucs à faire pour la préparation. C'est ça. Puis les gens vont se préparer à ce temps-ci de l'année aussi à faire des conserves. Ah, oui, c'est le temps de faire les bouteillages, puis faire déshydrater nos légumes aussi. Il y a toutes sortes de manières à conserver nos légumes pour qu'on puisse les avoir disponibles le restant de l'année. Tu sais, là, le monde fait des cornichons, le monde fait de la confiture. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui est frais. Comme tout de suite, pour ceux d'entre nous autres qui ont des poires, les poires, on veut les enlever de sur les plantes ostures avant que ça gèle. Puis on veut qu'ils mûrissent en dedans. On veut pas les laisser les poires mûrir sur la plante parce que c'est que ça fait la chair, la peau de la poire est plus tough et moins agréable à manger. Ça fait qu'on veut les récolter avant. Mais là, ça nous donne chance à faire des compotes, ça nous donne chance à faire des confitures, puis toutes sortes de préserves comme ça qui est vraiment... Les poires, on met pas ça nécessairement en conserve. Ça va être plus pour concocter des tartes, des confitures. On peut en faire conserve aussi. On peut faire en conserve, on peut faire des petits morceaux, on peut les couper en morceaux pour les mettre à geler pour pouvoir faire des desserts plus tard. Est-ce que tu mets ça directement, les morceaux de poire, par exemple, si je fais des conserves avec des poires, est-ce que je les mets directement dans un pot maçon ou je mets un liquide avec ça? Ah, tu mettrais un liquide avec. C'est quoi le liquide? Essentiellement, tu voudrais un liquide sucré. OK. Tu sais, là, il y a toutes sortes de recettes. Un peu de jus? Avec un petit peu de jus, oui, c'est ça. Mais c'est que si on veut avoir des bonnes recettes, pour que ça soit sécuritaire, puis que ça soit des bons résultats, on peut aller sur le site web de Bernardin, c'est eux qui vendent les bouteilles de Mason, de Bernardin. Il y a toutes sortes de recettes qui sont garanties, testées pour être sécures et sécuritaires. Pour faire sûr qu'on a des préserves qui ne vont pas comme tourner mauvais, qui ne vont pas peut-être être contaminés. Donc, on veut faire sûr qu'on a un niveau d'acidité ou de sucre, que ça soit sucré assez pour que les bactéries ne peuvent pas vivre dedans. Tu sais. Ça fait que ça va nous donner les différentes quantités à se servir pour faire sûr qu'on a des bons résultats. OK, mais je ne savais pas que Bernardin avait un site d'information. Ah oui. Je vois souvent Bernardin écrit sur les boîtes de pots maçons. C'est ça. Okay, mais ça, c'est une ressource fantastique pour les gens qui font des préserves, qui font des confitures, qui font des bouteillages, surtout de la bouteillage de viande, des bouteillages. Tu sais, ils vont toutes les meilleures recettes qui sont testées, garanties par des scientifiques que ça va être... qu'on peut être confiant de donner ça à nos familles, là, que ça ne va pas les rendre malades. Des fois, on a des recettes à mémir qui n'ont pas nécessairement été testées, mais des fois, là, ça donne des résultats là, qu'on on voudrait peut-être pas voir. Il y a des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques qui ont été testées par des tests vraiment rigoureux. Puis c'est là qu'on trouve ces ressources-là. Puis même, il y a des très bonnes recettes.
de bons cornichons, tu sais, là, ça goûte à bon, là. Ils ont vraiment des bonnes recettes, là. Ça vaut vraiment la peine d'aller vérifier ça. Ils ont une équipe de travail, eux autres, Bernardin. Ah oui. Ils ont intérêt de faire sûr qu'on se sert des bonnes méthodes, que leur produit est bien utilisé, que les gens ont des bons résultats, que les pots, ça marche bien, qu'on les utilise correctement. C'est dans leur intérêt. C'est ça. C'est pour la salubrité alimentaire. Essentiellement, c'est une des fondations de faire sûr qu'on a des bonnes préserves. Il faut suivre les normes de salubrité alimentaire, vraiment. Absolument. Ouais. À quel point ça t'inquiète, les changements climatiques, Mario? On voit là, que ça a changé. Un été comme cette année, on voit définitivement que ça a changé, puis on nous dit que ça va continuer les sécheresses. À quel point c'est inquiétant pour le jardinage? Pour moi, c'est qu'on n'a jamais vécu ça dans l'histoire de l'humanité. Non, c'est ça, c'est des records. Des taux de carbone de l'atmosphère qui n'ont pas été vus depuis le temps des dinosaures. Puis on a vu, par les tests de science qu'on a fait, ils ont vu qu'aussi que les sortes de températures qui étaient dedans ces tons-là, puis c'était énormément différent de ce qu'on a vécu aujourd'hui, puis on s'en va vers ça, là. C'était énormément plus chaud que ce qu'on a vécu aujourd'hui. Puis c'est vraiment imprédictible. On a des systèmes de production alimentaire qui dépendent d'un climat stable qui est devenu déstabilisé. Ça fait que, pour moi, comme jardinier, dans notre région, une région froide, ça allonge notre saison, ça nous donne des chances. Le fait que ce soit plus chaud? C'est plus chaud, ça veut dire notre saison agricole est quasiment un mois de plus long qu'elle était quand moi j'étais jeune. Donc, tu réussis à avoir plus de produits, une meilleure production à chaque année? Je suis capable d'avoir plus de production, plus de productivité pour une plus grande période de l'année, mais les printemps puis les automnes sont énormément imprévisibles. Il faut prendre des précautions. Puis pendant l'été, il faut prendre d'autres précautions parce que soudainement, à la place d'avoir une pluie à tous les 3 jours, comme qu'on est habitué d'avoir, soudainement, on n'a plus de pluie de juin à septembre. Puis, il faut prendre des précautions pour préserver l'eau qui est tombée sur nos terrains. Puis, tu sais, là, conserver cette eau-là pour qu'elle reste fonctionnelle dedans notre terre. Bien, là, le truc principal, tu disais d'avoir de la matière organique dans la terre. Oui. C'est vraiment important. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses qu'on peut faire en prévention ou pour tenter d'avoir un rendement qui a du bon sens? Regarde à l'ombrage. Lorsque c'est qu'on plante certaines plantes, comme la laitue, par exemple, n'est pas capable d'endurer la chaleur. Okay. C'est une plante de printemps et d'automne, mais le milieu de l'été, elle va fleurir. Ça, la chaleur la force à faire à fleurir, puis ça rend le tissu amer. Ça goûte moins bon. C'est plus autant comestible, OK. C'est ça. Ça fait que si on plante notre laitue sur le bord sud, d'une chaude, c'est là, dans plein soleil, sur le bord sud d'une grande plante, elle va être à plein soleil, grosse chaleur, elle va fleurir. Mais si on plante sur le côté nord du maïs ou des tomates ou d'une autre plante qui va donner de l'ombrage, on plante ces plantes-là qui sont vulnérables à la chaleur dans des régions ombragées qui ont moins de chaleur, on a un meilleur rendement. C'est là. Planifier des choses comme ça, c'est trouver des places à mettre nos légumes dedans notre jardin pour accommoder leurs besoins biologiques. Il faut les savoir, par contre. Comme à part la laitue, qu'est-ce qui aurait besoin de plus d'ombre? La laitue, des pois, les épinards, c'est quasiment toute la salade, toutes les différentes choses qu'on voudrait mettre dans une salade a besoin d'un petit peu d'ombrage. Est-ce que c'est presque tout ce qui est vert? Quasiment. Il y a des choses qui aiment la chaleur. Le maïs aime la chaleur, aime le soleil. Les poivrons, puis les piments, puis tout ça, ils n'aiment pas trop de chaleur. Si on monte au-dessus de 32 degrés Celsius, les fleurs tombent, puis on n'a pas de fruits. Ça fait un petit peu d'ombrage entre midi et 3 heures, 4 heures de l'après-midi. Là, ça donne énormément de bénéfices pour nos poivrons puis nos piments, par exemple. T'sais? Puis c'est comme il faut accommoder ces besoins-là de ces plantes-là. Là, c'est pas juste la chaleur puis le beau temps. Il faut regarder qu'est-ce que c'est qui va bénéficier notre plante, puis lesquels qui sont adaptés au froid, puis lesquels qui sont adaptés à la chaleur. Puis, tu sais, là, comme la laitue, par exemple, moi, je suggère aux gens de en planter d'autres au mois d'août pour notre salade d'automne. OK. Puis ça repousse encore une autre fois. On a le temps d'avoir une autre récolte. On a 2 saisons pour la salade.
On a le printemps puis on a l'automne. Le milieu de l'été, c'est rendu, c'est comme au sud des États. Jusque c'est que ça vient tellement chaud que ils jardinent. Il n'y a pas de jardinage qui se fait au milieu de l'été. C'est trop chaud. Le jardinage se fait le printemps, ça se fait l'automne. Nous autres, ça a toujours été juste une petite courte saison d'été. Devenu maintenant, là, le milieu de l'été est devenu comme un petit peu comme que ça serait plus au sud de nous autres. Ouais. On a le climat en train de se déplacer vers le nord. Ou peut-être c'est global. Là, oui, ça l'est. Parce que j'imagine que dans le sud des États-Unis, c'est encore pire que c'était par moment. Oui, parce que là, maintenant, les temps de sécheresse, comme au milieu du Texas, puis des places comme ça, est-ce que c'est que la saison de sécheresse au milieu de l'été est plus longue? Puis, les deux saisons agricoles de chaque côté, le printemps et l'automne, deviennent de plus en plus courtes pour eux. Puis, ça devient plus difficile à produire le produit agricole. On dépend énormément sur le climat. C'est le jardinage puis l'agriculture dépend sur l'environnement. Ça fait que c'est pour ça que nous autres, les jardiniers, on remarque ces choses-là. Oui. Eh bien, on vous invite à participer à l'émission. On est là avec Mario Doiron pour encore une demi-heure. On peut répondre à toutes vos questions concernant le jardinage. Et je voudrais qu'on reparle dans un instant, Mario, de la stratégie alimentaire pour le comté de Kent qui a été comme établie là, pour les 5 prochaines années. On donnera un peu de détails là-dessus. Vous écoutez Parle, jase. Vous écoutez Parle, jase en compagnie de M. Carotte aujourd'hui. On vous invite à participer aux discussions au 532-0133. Parle, jase, on vous écoute. Oui, allô? Allô? Bonjour. Oui, je suis fière que tu es revenu en ondes, là. Ah, merci. Puis là, j'ai comme 2 questions, si c'est correct, là. Oui, absolument. J'ai planté du brocoli, puis mon brocoli, il n'a pas rapporté. Avant, là, ça faisait des belles têtes, là. Puis ça a juste fait des têtes, peut-être comme de 2 pouces, à peu près. OK. Puis, y a-tu commencé à fleurir, c'est-tu ça? Il poussait petit, puis il commence à fleurir tout de suite? Non, ça restait là. Puis ensuite, cette petite affaire-là, là, ça a pris plusieurs jours avant que ça fleurisse, là. Avant que ça devienne jaune. OK. Oui, non, c'est ça. C'est parce que c'est qu'on a eu un été extrêmement chaud. Puis ça, les brocolis, les choux, des choses, c'est des plantes qui préfèrent les climats plus froids. Ça fait que c'était des conditions pour les brocolis, les choux-fleurs, les choux-fleurs. C'est toutes des conditions qui sont extrêmement, extrêmement difficiles pour ces plantes-là. Un petit peu d'ombrage, beaucoup de paillis autour de leurs pieds. C'est des sortes de choses que ça prend juste pour avoir un petit rendement de ces plantes-là dans des conditions de même. Là. C'est vraiment, c'est ça que c'est. Fallait se prendre quasiment en avance. Les choux, ils sont beaux, là. Ils sont pas aussi gros qu'avant, là. Non, c'est ça. Puis ils goûtaient vraiment bon, là. Les choux coûtent vraiment bon cette année. Ah, good. Je suis content que le goût était bon. Des fois, comme quand on a des sécheresses, là, des fois, le goût devient amer. Là. Des fois, ça peut affecter le goût et la texture. Ah oui. Puis je mets beaucoup de paillis, moi, là. Ah, ça fait une grosse différence. Déjà, là ça, c'est un gros ajout parce que ces plantes-là, ça dépend énormément d'eau. Hein. Ça boit énormément d'eau, puis quand c'est que ça passe à travers du sécheresse, ça arrête de pousser. C'est pas capable de pousser. Puis quand c'est comme on pogne des chaleurs là, comme ça, 35 Celsius, 38 Celsius, là. C'est juste, surtout des plantes qui dépendent du froid, comme ça, ils ont énormément de difficultés à fonctionner. Ça devient dormant. Ils arrêtent de pousser. Ils sont juste trop stressés pour être capables de fournir comme qu'on aimerait. Est-ce qu'elle aurait pu avoir plus de chance avec ses brocolis s'il y aurait eu plus d'ombre et tout ça, tu penses? Un petit peu plus d'ombre, mais avec le paillis, c'est que le paillis donne de l'ombre au niveau des racines. Tu sais, là, puis ça protège le niveau de la terre de l'évaporation, puis cette température excessive-là. Mais quand même, les feuilles sont en train de recevoir du soleil, puis une chaleur énorme. Comme moi-même, j'ai remarqué, moi aussi, mes brocolis, les feuilles de brocolis étaient plus vertes. Elle était plutôt comme rougeâtre, quasiment violet. C'est brûlé au soleil, ça. Ouais. Ah oui. Moi, mais les feuilles étaient belles, là, par exemple. Ah, ben ça, c'est bon. Oui, puis c'est ça que je trouvais étrange, que ça produisait pas. Puis même après, là, normalement, j'ai du brocoli
qui poussent sur les côtés, là, c'est ce que je veux dire. Oui. Puis ça, il y en a eu, c'est assez petit, là, comme... Ouais. C'est ça. Ensuite, une autre question. Ma sarriette. OK. J'ai planté ça 3 fois, puis ça n'a jamais poussé. Puis là, la semaine passée, j'ai vu qu'il y en avait qui poussaient, puis c'est à peu près comme 6-7 pouces de haut, là. OK. Qu'est-ce qui est arrivé que les graines, ça n'a pas poussé? Ben, de la sarriette, il peut être difficile à germer. Oui? C'est pas tout le monde qui a une facilité à faire pousser de la sarriette. Là. Ça prend un petit peu d'effort. C'est juste que si on a trop de chaleur, trop chaud, la sarriette veut juste pas germer au début de la saison. Puis, par exemple, à commence à pousser, moi, ce que je suggérerais, d'en prendre une coupe des plantes puis les mettre dans un pot. Oui. Puis l'amener à la maison pour l'automne puis l'hiver. Pour que ça germe? Pour que les jeunes plantes qui ont finalement poussé. OK. Tu sais, là, tu peux les amener à la maison puis les garder en production. Tu sais, là, d'un pot, pareil comme tu garderais une fleur à la maison. Ah oui? Puis non récolter, ramasser une coupe de feuilles, c'était là. À mesure que tu veux faire cuire quelque chose, tu veux faire un fricot ou quelque chose, ben, tu peux te graber une coupe de feuilles de sarriette fraîche, puis tirer ça de là-dedans. Puis ça reste pour toi disponible pour le restant de l'hiver. Et étant donné qu'on a manqué la moitié de la saison de l'année, tu sais là, profite du fait qu'il y en a qu'à germer, puis garde-les en production pour le restant de l'hiver. Oh my God, c'est une bonne suggestion, ça, là. Ben, merci. Mais là, comme la sarriette, j'aurais-tu bien planté trop tard? Comme à peu près quand tu plantes ta sarriette? Ben, moi, je les commencerais en don probablement au mois d'avril, mars-avril. Puis, Tu les commences en dedans de la maison? Oui. La plupart des herbes puis ces choses-là, je commence ça en don. Puis comme ça, je garantis que comme tu plantes de haut tard, tu sais là, t'as pas de recours. Tu sais là, si tu run out de temps pour les rendre en production. Ça, je les commence en don plus tôt. Puis là, je sais, si ils ont germé, ben là, j'ai de quoi planter, là. Puis la sarriette, ça se transplante bien, ça? Ah oui, ça se transplante très bien. Puis comme il y a de la sarriette d'été puis il y a de la sarriette d'hiver, tu sais là, il y a deux différentes variétés. Puis tu sais là, comme moi-même j'aime mieux la sarriette d'été, ben des fois la sarriette d'hiver est un petit peu plus facile à faire pousser. Ah oui. Ouais. Je savais pas ça, la sarriette d'été. Quand on achète les graines, est-ce que je me rappelle pas, est-ce que c'est écrit sarriette d'hiver ou sarriette d'été? Ça serait en anglais, ça serait Winter Savory ou Summer Savory. Comme Winter Savory, ça resterait tout l'hiver, hein, la sarriette Ouais, ça d'hiver. survivrait l'hiver, puis là, tu aurais une autre récolte l'année d'ensuite. Ouais. Ah oui, j'ai déjà planté ça, puis ça goûte vraiment pas pareil. Non, c'est pas la même chose, hein. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est un petit peu plus facile à faire pousser. C'est pour ça que ça a un rôle dans des jardins, mais c'est juste une question de disponibilité. Des fois, la sarriette d'été est un petit peu plus difficile à faire pousser. OK, un gros merci. De rien du tout. Bonne journée. Oui, vous autres aussi. Bye-bye. Merci pour votre appel. Bye-bye. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour, ça va bien? Ah Très oui, bien. ça va très bien. Puis toi? Oui, bienvenue, oui. Ah, merci. Gars, j'aimerais juste savoir un cèdre qui est proche de la maison, puis je trouve qu'il est un petit peu haut. Peux-tu couper le top, là, comme Astur? Tu peux couper le top, mais il va... j'enlèverai pas des gros morceaux du cèdre. Parce que si tu fais un trou dans la verdure, il se remplit pas de nouveau. Ça veut dire, si tu exposes le tronc d'un cèdre, comme si on lève, disons, un tiers ou la moitié de sa hauteur, là, ben, il va pas faire un nouveau top comme beau. Là. Ça va prendre du temps avant que ça fasse une belle arbre ensuite. Là, c'est meilleur de le trimer sur le fin comme la main stem, mais enlever de la verdure, mais pas nécessairement des grosses branches puis des affaires comme ça. Le trimer plus, là, ça serait quand? Moi, préférablement, toujours, tous les arbres, toutes les vivaces, c'est meilleur de trimer l'hiver. L'hiver, Ouais. OK. Parce que l'arbre est dormant. Hein. Quand il dort, il y a moins de maladies qui peuvent le fesser, il y a moins d'infections qui peuvent rentrer dedans les cicatrices. Là, c'est plus sanitaire pour la plante. OK. Je te remercie beaucoup. De rien du tout. Bonne journée. OK, bonne journée. Hey, vous pouvez continuer pour vos questions. Hein. Les lignes téléphoniques sont ouvertes toute l'émission au 506-532-0133.
Et puis Mario, justement, j'avais dit avant la pause qu'on allait parler de stratégie alimentaire là, pour le comté de Kent, mais on a un autre appel, on va donner priorité aux appels pour tout de suite. Parle, Jazz, c'est à vous. Bonjour, comment ça va matin? Moi, ça va très bien, puis toi? Ça va bien, ça va bien. Pour le pays sur le Jordan, ça vaudrait-tu la peine de mettre ça l'automne pour que ça passe l'hiver là-dessus, pour ça on le change pour l'été, ou bien donc tu mets juste ça au printemps puis that's it? Moi, j'ai tendance à en mettre à l'année ronde. Je mets un paillis de compost l'automne, normalement, laisser les organismes bénéfiques dans la terre le consommer. Puis dans le printemps, j'en mettrai d'autres. Puis, tu sais, là, c'est vraiment important, par exemple, on peut mettre du paillis l'automne, comme les fraises. On va mettre de la paille dessus le fait des fraises pour les protéger de la gelée. On ferait la même chose comme pour les asperges puis des affaires comme ça. Ça donne une insulation pour les aider à survivre l'hiver. Puis, ça réduit aussi les mauvaises herbes qui vont commencer dès le début du printemps, aussitôt que ça dégèle, hein? Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mauvaises herbes dans mon jardin. OK, ouais. Je suis obligé de sortir mon jardin qui se met toutes les semaines. Ouais. Mais si je mettrais de la paille entre les saillons, puis je planterais, parce que moi, je fais mes rois, mes saillons. Ouais. Mais si je plante mes saillons, puis je mettrais de la paille entre les saillons, ça aiderait tout ça? Ça aiderait énormément. Même, je te suggérerais même, cet automne, les feuilles qui tombent, des feuilles des arbres, là, le monde met ça dans des sacs au bout du chemin, garde-les. Okay. Garde-toi-en, utilise ça comme du paillis, passe un lawnmower dessus ou bidon un weed whacker, quelque chose, pour le déchiqueter, des petites miettes, puis utilise ça comme un paillis. C'est gratuit, c'est exactement, les vers de terre adorent ça. Ça les encourage à venir vivre dans ton jardin. Ils vont faire des tunnels, ils vont laisser du fumier de vers de terre qui est une nutrition énorme pour les plantes. Okay. Puis ça fait la terre plus fonctionnelle, puis ça préserve ton eau. OK. Ensuite, la paille, si je mets de la paille l'été, peux-tu le tirer dans mon jardin, ou bien alors je serais mieux de l'enlever? Puis, l'automne, tu peux le tirer, tu peux le tirer dedans, les feuilles, le foin, la paille, tu peux tout tirer ça dedans si tu veux, oui. Puis là, ça serait décomposé par le printemps, mais tu ne voudrais pas faire ça au printemps avant de planter. OK. C'est mieux de le faire l'automne. Merci beaucoup. De rien du tout. Bonne journée. Là. Bonne journée. Okay, bye. Parle, Jazz, on vous écoute. Oh, il faut fermer votre radio à la maison. Oui, allô? Allô, comment ça va? Ça va bien? Good. Oui. Hey, des arbres de plomb. Vous voulez savoir comment ça se planter ça? Excuse-moi, je t'ai mal compris. C'est des arbres de plomb, là. De plomb? OK, oui. Oui, vous voulez savoir comment ça se planter ça? Des arbres de plomb, si tu as un arbre qui est en cours d'un pot, tu peux planter n'importe quoi. N'importe quoi? Ouais. Je sais qu'il est comme 3 pieds haut, là. Ah, ça fait rien. Si il est dans un pot, tu peux creuser un trou, tu peux le mettre dedans, que ça soit au printemps, mi-temps de l'été ou dans l'automne. Pour marquer, tu plantes Arthur? Ah, absolument. Ah oui, absolument. Ça serait même meilleur que tu le plantes Arthur que si tu le plantes dans un mois d'Arthur. OK, un gros merci, là. De rien tout. Fais sûr de bien l'arroser, par exemple. Oui, Ah, OK. oui. Oui, ben. Okay. Et voilà, hein, puis oui, c'est les appels d'école à 9h30. Ah, c'est ça. C'est ça qui arrive. Mais on vous ouvre les lignes depuis le début de l'émission. Je vais le rappeler parce que je pense qu'il y a une certaine habitude qui a été créée à partir de 9h30. Ben, vous pouvez toujours nous contacter pour toutes vos questions. Il reste encore une quinzaine de minutes à l'émission. Parle, Jazz avec Monsieur Carr. De retour à Parle, Jazz avec Monsieur Carotte. Mario, j'ai une question qui nous est arrivée sur Facebook. Les feuilles de l'arbre de chêne, le oak tree, est-ce qu'elles sont aussi bonnes dans le jardin? Oui. Elle dit qu'ils sont plus glacés. Ils sont glacés, puis aussi ils sont considérés comme étant acides. Puis ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent d'utiliser des feuilles de chêne ou des aigrettes d'épinette parce qu'on a peur que ça va acidifier notre terre puis la rendre moins fertile, moins productive. Mais en effet, une fois qu'elles sont décomposées, tu sais là, c'est décomposé dans la terre, ça devient neutre, puis ça devient un atout. Ça fait la job. Ça fait la job. Hey, parle, Jazz, on vous écoute. Oui, j'aurais deux questions. OK. Première, c'est que j'ai
j'ai 2 arbustes, là, des tall-bouches bleuets. Puis j'aimerais les changer de place. Okay. Puis je voulais juste savoir comment c'est. Puis j'avais pensé les mettre plus proches de ce que j'avais comme des pins. OK. Je pense qu'ils m'ont plus comme de la terre acide, je pense. Oui, absolument. So quand c'est qu'il faudrait que je les transfère ces deux-là? Moi, j'espérerais que les feuilles sont complètement tombées cet automne. OK. Ouais, une fois qu'ils sont dormants, mais avant que la terre gèle dure. Right. Tu sais, là, on a comme une période d'une couple de semaines, là, est-ce que c'est comme c'est right parfait avant que l'hiver fasse dur, là, ben, c'est un bon temps de le faire dans ce temps-là. OK. Ouais. Autrement que ça, c'est d'attendre au printemps, une fois que toute la neige est dégelée, la terre est dégelée assez que tu peux les creuser puis les sortir de la terre. Puis, c'est-tu mieux de les mettre plus est-ce que c'est plus shaded ou plus ouvert au soleil? Préférablement au soleil. Oui, ils aiment la chaleur, surtout le printemps, ils aiment que la terre soit réchauffée à leur niveau de racine. Mais tu as totalement raison. Elles préfèrent vivre proche de d'autres arbres, puis elles préfèrent surtout les arbres des épinettes. Parce que c'est que la terre, la biologie des terres dessous les épinettes est tendance à être plus acide. OK. Parfait. Puis la deuxième, c'est que j'avais une branche de grapes, puis je l'ai fait raciner. OK. Et puis avoir de la racine qui est sortie, là, puis je l'ai dans un pot right now, puis là, les feuilles commencent à y aller pas mal, la branche est pas mal. Comment c'est que ça, faudrait que je mettrais ça dans la terre? Tu peux le mettre n'importe quoi, stur. Stur, OK. Oui, tu stur, puis n'importe quoi. Si c'est dans un pot, hein, on peut les mettre dans la terre n'importe quoi. OK. Ouais. OK. Puis c'est juste lui donner de l'eau pour qu'elle s'établisse bien. Puis on ne veut pas espérer trop tard dans l'hiver pour les mettre dedans la terre, par exemple. C'est juste un caveat là-dessus, c'est que si on le met trop tard, puis ça fait comme un bol, ça peut faire un frost heave. La gelée peut faire lever la plante puis la sortir dans le trou. OK. So, c'est meilleur de le faire, de le donner, laisser pousser un petit peu, s'enraciner un petit peu avant l'hiver fesse. Puis là, à moins tendance à se faire lever par les gelées. OK, perfect. OK? Yeah, excellent. Yeah. On va essayer ça. Parfait. Bonne chance, là. Thank you. Okay. Bye-bye. Parle, Jean-Jean, c'est à vous. Oh, M. Carotte? Oui, c'est moi, M. Carotte. Comment ça va? Oui, ça va bien. Le meilleur temps pour planter un chêne. Le meilleur temps pour planter un chêne, 20 ans passés. Le deuxième meilleur temps, c'est aujourd'hui. C'est l'automne? Oui, ben vraiment des chênes. Si qui est dans un pot, tu peux le planter n'importe quand. Si tu peux creuser un trou puis le mettre dedans, c'est un bon temps de le mettre, le prendre garde pour le restant de la saison. Puis juste faire sûr qu'il s'établit bien. Puis quand on plante des arbres, le temps de l'année est moins important que de lui prendre garde pour les prochains 3 ans, les gâter. Ça prend 3 ans avant qu'un arbre est bien établi, bien enraciné. La première année, souvent, ils vont pas pousser grand-chose. La deuxième année, ils vont commencer à pousser quelques nouvelles branches. La troisième, quatrième, cinquième année, là, on commence à avoir un meilleur rendement. Mais ça prend 3 ans d'entretien après d'avoir planté un arbre. Ça prend-tu d'engrais? Non, ça prend pas d'engrais. Vraiment, surtout les chênes puis des arbres indigènes, ils n'ont pas besoin de modification en toute de la terre. Il faut juste les placer la bonne sorte d'arbres dans les bonnes sortes d'environnement. Comme des cèdres, par exemple, c'est des arbres qui aiment la terre humide. Mais si on les plante dans une butte sableuse, elles ne vont pas profiter. Puis un chêne, ça, c'est un arbre de forêt qui aime ça d'être entouré de d'autres arbres. Puis ça fait que des conditions plus, c'est comme dans un prairie ou mis tout seul dans un champ, il n'est pas si content. Mais si il est entouré de d'autres arbres, il est bien plus content. Ah, OK. Merci. De rien du tout. Bonne journée. Là. Merci. Ouais. Et quand tu parles, Mario, de le gâter après pendant quelques années, c'est de quelle façon tu entretiens ton arbre? Ben là, c'est juste de faire sûr qu'il est bien arrosé. On a des sécheresses, hein? Puis si on plante un arbre puis ses racines ne sont pas bien établies, puis il fait passer à travers une sécheresse, il arrête de pousser. Fait que c'est surtout de l'eau. C'est de l'eau. C'est très, très important d'amener énormément. Pendant les premières années. Ouais. Et parle, Jean-Jean, c'est à vous. Bonjour, comment ça va? Super. Ça va très bien, puis toi? Ça va pas pire, on n'a pas d'eau, on a beaucoup de soleil. Ben c'est ça, il fait beau soleil. Moi, je t'avais appelé plutôt dans l'émission du printemps, puis j'avais planté une vingtaine de cèdres. Puis j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai dû beaucoup arroser, puis il vent.
qui veut pas, on dirait qu'il veut pas, il n'y a pas trop de santé, il est viré jaune. Il est viré jaune, ouais. C'est qu'on a eu un été tellement chaud. Puis sec. C'est une maladie dans l'arbre parce que les autres 19 font vraiment bien. Ouais. Ah, OK. Il y en a juste un sur 20 qui... C'est weird. Il y a qui est jaune, puis c'est tout pris à la même place, j'ai tout planté la même façon, j'ai tout donné la même eau. Ça se peut que cet individuel-là était juste pas aussi fort que les autres? Ouais, ça pourrait-tu se passer qu'un chien a pissé dessus tôt dans le printemps que ça l'aurait été? Ben, si il avait été une fois, je crois pas que ça aurait fait grand dommage. Ben, si il avait l'habitude d'y aller 3-4 fois par jour, à tous les jours, peut-être que ça pourrait causer des problèmes, ouais. Je dirais pas 3-4 fois, là, ben, je dirais au moins une fois par jour, là, pour peut-être une semaine. Ah, OK. Ben, peut-être bien. Ben, c'est que c'est beaucoup d'azote, c'est fort en azote. L'urine de chien. Puis tu vois des fois ça, là, un spot sur le gazon jaune, mais c'est ça que c'est. Là, c'est que c'est trop fort pour les plantes, des fois. Ouais. Il y a quelque chose que je pourrais faire pour le reviver, qu'on pourrait dire. L'arroser de l'eau. Donner énormément de l'eau. Essaye de le nailler. Ouais, est-ce qu'on a perdu? On a-tu perdu l'appel? Est-ce que vous êtes encore là? Ah, c'est le signal qui est... Le signal, oui, un petit peu off. On t'entend pas très bien, là. OK. M'entends-tu, Stur? Oui, je t'entends. Oui. Y a-t-il une vitamine comme les vitamines qu'ils donnent pour les arbres? Je pourrais-tu leur donner ça? Tu peux nous donner vraiment la meilleure vitamine pour les cèdres. C'est du compost, épars des feuilles à ses racines, épars juste la matière organique, du compost, puis du peat moss, puis des affaires comme ça. OK. Ouais. Tu dois voir que ça fera pas tant. C'est ça. C'est pas comme un arbre à fruits que tu as besoin de mettre certaines vitamines. C'est de quoi qui est habitué à manger ce qui est dans notre terre normale. Ça fait qu'on n'a pas besoin de modifier la terre beaucoup pour les cèdres. Ben, je te remercie bien gros et passe une belle fin de semaine. Oui, toi aussi, la bonne journée, là. Bye. Bye-bye. Parle, jase. Question pour M. Corotte? Oui, bonjour. Allô? Je voudrais juste savoir si que ça serait le bon temps de planter de la rhubarbe cet automne. Oui. Tu pourrais planter ou même transplanter. On peut commencer à déraciner des rhubarbes, les diviser, puis les séparer, puis là, on planter d'autres. C'est un bon temps de le faire tout de suite. Puis, faisons sûr, par exemple, pour avoir le meilleur taux de succès, c'est donner au moins 2 ou 3 bonnes pelletiers de fumier. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. De rien du tout. Bonne journée, là. Hey, merci. Et encore une fois, merci Mario de répondre à toutes ces questions. Et puis parle-nous rapidement parce que il va y avoir le 18 septembre une rencontre là, concernant cette stratégie alimentaire pour 5 ans dans le comté de Kent. Oui. Alors, vous avez déjà commencé là, à établir des choses, puis après le 18 septembre, vous allez pouvoir être plus clair là, sur la stratégie. C'est ça. C'est que tout de suite, on est sur les derniers étages du processus de développer un plan pour les prochains 5 ans. On a passé toute la fin de l'hiver, le printemps puis l'été à faire beaucoup de consultations avec le public, à voir les idées des gens, de parler avec nos fermiers, parler avec nos banques alimentaires, des personnes impliquées dans la communauté, juste pour voir qu'est-ce qui est approprié pour nos communautés, qu'est-ce que c'est que nos gens ont besoin qu'on fasse pour aider les gens à mieux se fournir à manger à la maison. Comme moi, peut-être qu'on ne l'annonce pas tout souvent, là, je suis le coordinateur pour la résilience alimentaire et l'environnement avec la Commission des services régionaux de Kent. Ça fait que moi, c'est ma job de faire sûr que les gens soient capables de se provisionner avec en masse de nourriture, de la bonne nourriture saine à manger. Puis ça fait qu'on a passé beaucoup de temps pour essayer de trouver des différentes stratégies pour pouvoir fournir, utiliser des stratégies appropriées pour notre région qui va se servir de nos forces locales, puis donner la puissance aux gens de se fournir à eux-mêmes, puis de créer de la richesse locale. On en parle beaucoup d'autonomie alimentaire. C'est ça. C'est ce qui s'en vient de plus en plus. C'est pas, je dirais, à la mode, mais c'est parce que c'est tellement important. On va avoir besoin sensiblement de cette autonomie alimentaire le plus possible. Même au niveau provincial. Au provincial, national aussi, là, vraiment. On a un autre appel. Parle, jase. C'est à vous. Bonjour Sébastien. Bonjour M. Corotte. Bonjour.
Bonjour. J'ai entendu M. Carotte tantôt parler de ce qui pourrait rendre un chêne heureux. Oui. Et j'ai une question qui n'est pas tant du jardinage. On entend parfois dire qu'une plante à qui on va dire des mots gentils, qu'on va juste être gentil autour d'une plante, qu'on va donner de l'amour, va mieux fleurir, va mieux pousser qu'une plante à qui on dit des choses méchantes. Comme si la psychologie pouvait affecter les plantes. Est-ce que M. Carotte, il croit à ça? Je suis complètement convaincu de ça. C'est bon pour la plante, puis c'est bon pour le jardinier. Ça crée un lien. C'est une relation symbiotique, hein? Puis si on émet la bonté, puis la chaleur, puis l'empathie, puis la compassion, toutes ces bonnes choses-là, ça renforce les relations symbiotiques, ça renforce le métabolisme de la plante, à la confiance. Pour moi, c'est comme on n'est pas unique, on fait partie d'un système, puis on est interdépendant. Puis, quand c'est qu'on partage la bonté de notre cœur avec notre jardin, le jardin nous récompense. C'est réciproque, ces choses-là. Il y a tellement d'expériences qui ont été faites. Vous êtes encore là au téléphone? Oui. Parce que j'ai vu tellement d'expériences dans le sens où des gens parlaient à une plante, ils disaient des beaux mots toute la journée, puis à une autre plante à côté, ils disaient des bêtises. Ouais. Puis on avait vraiment une plante qui poussait mieux et qui poussait plus, et puis l'autre qui devenait flétrie. Et ça a un lien direct. Donc oui, ils ressentent vraiment, la végétation ressent les émotions humaines. C'est ça. J'ai beaucoup d'anecdotes par rapport à ça. Je suis certain, éventuellement, la science va découvrir les pourquoi et les comment, mais pour moi, c'est une question spirituelle. C'est là, on sort un esprit positif, on bâtit un environnement positif. Donc, pour ceux que leur jardin ne marche pas, ils peuvent essayer de dire des mots d'amour à leur jardin. Ça peut donner de quoi? C'est ça. Des mots d'amour puis un petit peu d'eau. ça fait énormément de bien. Faut pas oublier l'eau. Ben, c'est ça. Merci, ça. Merci beaucoup pour votre appel. Et parle Jazz, c'est à vous? Bonjour, ça va? Oui. Bonjour. Je voudrais savoir, comme mon terrain doit être au côté de ma maison, c'est bien plein de bouleaux gris. OK. Qu'est-ce qu'une personne ferait pour tout abolir ça? Les bouleaux gris, je coupe là, ils vont pas bien pousser. Ça, c'est... Ça repousse bec. Dans nos temps, c'est bec à pousser. C'est que le bouleau gris, c'est une plante pionnière. Ça veut dire comme une terre qui a été dérangée, c'est une des premières plantes qui va être capable de pousser, là. Par exemple, le cycle normal, c'est qu'elle va céder sa place aux arbres plus des arbres de forêt plus matures. Ça fait que si tu coupes tes bouleaux, puis tu plantes d'autres choses comme des érables, de la plaine ou des chênes ou d'autres choses comme ça de forêt plus mature, elle va céder sa place. Moi, je ne voudrais rien pousser, je voudrais juste faire un gazon. Si tu fais un gazon, juste passer la tondeuse, si il y a un autre arbre qui veut pousser, tu passes la tondeuse dessus, elle ne va pas durer. Oui, c'est comme une panne. C'est pas suppose qu'il y a une pannière, Capion, là. C'est plein de pannes. De la varne, c'est une autre bête, par exemple. C'est de la varne à créer de l'engrais à ses racines, puis elle est vraiment dure à tuer. La seule manière à tuer de la varne que moi je connais, c'est de les couper au mois d'août. Ça l'enlève de sa ressource, elle met des ressources dans ses racines pour survivre l'hiver. Okay. Si tu la coupes au mois d'août, elle n'est pas capable d'accesser ça. OK. Tu sais? Je la coupe quasiment au mois d'octobre, octobre-novembre. C'est ça. Par ce temps-là, elle aura déjà absorbé de la richesse de ses tissus, puis elle l'aura préservé dans ses racines. Puis c'est pour ça qu'elle est capable de repousser de nouveau. Si tu le coupes au mois d'août, tous les tissus, toute la richesse pour préserver pour l'hiver sont encore dans ces tissus que tu as coupés. C'est la même chose pour les bouleaux gris? C'est la même chose pour tous les arbres. Si tu les coupes au mois d'août, elles vont pas repousser la saison d'ensuite, ou elles vont pas être capables de pousser avec autant de vigueur. OK. OK? Merci. Merci bien. Bonne journée, là. Bye.
Eh bien, grand merci. On arrive à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Et M. Carotte, on se dit un rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est ça. On se retrouve vendredi. Ce sera encore, toi, pour quelques semaines. Pour l'automne, on va parler le temps des récoltes et tout ça. C'est ça. Avant de passer à différents spécialistes pour la suite. Eh bien, je vous remercie. Juste avant, j'avais entendu dire, après une telle lune du mois d'août, il y a juste une personne qui disait ça là, sur Facebook. Est-ce que vraiment, après une telle lune du mois d'août, c'est mieux? Bien, c'est que les lunes, souvent, vont changer le climat un petit peu. On a tendance à avoir du fret qui vient après une pleine lune. La nuit d'une pleine lune, ça mène du fret normalement. Ça fait que ça fait le change de saison, quand c'est qu'on arrive sur les saisons d'automne puis de printemps. Ça fait que suivre les lunes comme ça, souvent, fait beaucoup d'un impact positif. OK. Oui, absolument. Ben, merci pour répondre à ça. Puis regarde, on est à notre première de la saison. On laisse un autre appel. On en a un en attente, on va y aller. Parle, jase. Dernier appel aujourd'hui. Oui, j'aimerais savoir, lorsqu'on a planté un pommier les Apple Crisp dans le mois de juillet, y a-t-il quoi qu'on lui donnerait pour passer l'hiver ou... Moi, la chose la plus importante que moi je dirais pour passer l'hiver, surtout sa première hiver, c'est de donner une bonne couche de compost sur la zone de racines. Regarde dessous les feuilles, directement dessous, jusqu'au bout, jusqu'ici que les branches se rondent. Oui. Et juste remplis une forme de donut autour de l'arbre qui va se rendre aussi large que les branches les plus loin du tronc. Puis là, du compost de même va nourrir la plante, va lui donner une petite protection pour le fret pour l'hiver, puis ça lui fait énormément du bien. Laisse pas le gazon pousser de cette zone-là non plus. OK. Ouais. Pas de problème. On avait tout ôté le gazon, là, tout le tour. OK, c'est good. Ouais, parce que l'herbe a tendance à voler la vitamine. Hein? Il y avait une pomme dedans, puis on l'a cassée la semaine passée, puis elle était bonne. Ben c'est bon. C'est excellent. Excellent. Vous avez déjà bien fait un bon début. Continuez. Arrosez-la aussi au printemps. Oui. Puis faites sûr, comme j'ai dit, que le gazon ne pousse pas dessus. Ajoutez du paillis, du compost, puis des aigrettes, des wood chips, puis toutes des affaires comme ça. Puis ton pommier va profiter pour les années à suivre. OK. Ben, qu'est-ce qu'il est du fumier ou du... Oui, l'automne, tu peux mettre du fumier, tu peux mettre du compost, tu peux juste même mettre des copeaux de bois. Des wood chips. Tu mets pas de Miracle Grow pis ces affaires-là. C'est pas nécessaire. Si tu veux en acheter puis n'en mettre, ça va pas nuire à la plante, ça va y faire du bien. Mais c'est dépenser de l'argent que t'es pas actually obligé si tu veux pas. OK. Ben, gros merci. Merci bien. Hey, merci. Et on se dit semaine prochaine, Mario. Semaine prochaine. C'est ainsi que ça termine l'édition d'aujourd'hui. Passez une très belle journée, une bonne fin de semaine à tout le monde.